Bonjour à tous, bienvenue dans ce Z-Extra Atlas des risques mondiaux, un débat, le dernier, organisé dans le cadre de la parution de l'Atlas des risques mondiaux, qui est un supplément de Trends Tendance réalisé en partenariat avec Credendo. Nous allons parler aujourd'hui des risques environnementaux, sociaux, de gouvernance, en tout cas des risques, des contraintes ou des atouts qui sont imposés aux entreprises dans le cadre de la réglementation européenne. Pour en parler, on reçoit Nabil Gijacli, qui est député CEO de Credendo, précisément, et Vanessa Bibel, qui est Chief Operating Officer de la FEB, je ne me trompe pas. Bienvenue à vous tous les deux. Alors, pour commencer, on parle de ces critères ESG. Alors maintenant, tout le monde a un peu intégré cette dimension-là. Les entreprises, évidemment, doivent en faire une priorité, mais est-ce que c'est bien ancré cette réalité-là, aujourd'hui, au sein du tissu entrepreneurial? Écoutez, Olivier, franchement, je pense que oui. Et nonobstant les changements et les variations politiques... On en parlera et qui pourraient encore survenir, évidemment. Il est clair que l'ESG n'est plus en top de l'agenda politique pour l'instant. On est un peu dans le creux de la vague, mais pour les entreprises, ça reste un des sujets qui est très important dans leur stratégie. Et je dirais pour finalement deux raisons. La première, c'est que l'adaptation au changement climatique, mais j'appelle ça souvent dérèglement climatique, c'est un investissement à long terme. Et donc, on ne travaille pas avec des à-coups. Ce n'est pas un yo-yo où une année, on investit, l'année d'après, on stoppe ses investissements. C'est une tendance lourde et on doit s'y préparer parce que ça pourrait coûter cher aussi. C'est sur le long terme. Alors, si on ne s'y adapte pas, ça peut coûter cher, mais moi, je le vois ça sous le sens plutôt des opportunités, parce que dans une série de cas bien précis, s'adapter peut permettre de prendre des parts de marché. Je vais donner un exemple. Songeons à nos dragueurs qui sont des champions mondiaux. Ils sont passés du statut de réparer des ports, de faire des canaux, à devenir des spécialistes mondiaux de l'éolien offshore ou onshore. Mais au-delà de ce sentiment, je vais me référer à une chose très précise. Olivier, nous faisons depuis maintenant une dizaine d'années le baromètre à l'exportation. Et on a mis des questions sur le changement climatique depuis quelques années. Et à la première question de savoir si on doit intégrer et se préparer à adapter sa politique au changement climatique, quelles que soient les obligations législatives. Donc, je me prépare, même si je n'y suis pas obligé. Plus de 85% des entreprises disent que c'est le cas. Et c'est une constance qu'on a eue à travers les 5 dernières années, quelle que soit la place de l'ESG à l'agenda politique. Vanessa Bibel, à la Fédération des entreprises de Belgique, vous êtes précisément en charge, en tout cas, vous portez cette question sur le développement durable. Et vous avez notamment, on avait fait un entretien en Trends Tendance il y a quelques mois, parce que vous avez publié des guides très précis pour accompagner les entreprises dans ce chemin qui est important. Est-ce que c'était parce que c'était nécessaire, parce qu'il y a des jalons importants à suivre? C'était quoi votre volonté à ce moment-là? Alors effectivement, c'était nécessaire. Donc je rejoins tout ce qui a été dit. L'ESG maintenant top of mind, enfin reste en tout cas top of mind, même si effectivement on est un petit peu dans le creux de la vague, mais ça reste un élément important. Toutes les grandes entreprises, c'est compris dans le conseil d'administration, ça fait un point en conseil d'administration. Peut-être encore un petit peu moins, c'est un peu plus varié au niveau des PME. Et c'est aussi pour ça qu'on avait développé 2 guides. Un guide pour les grosses entreprises, plutôt relative aux directives européennes qui arrivaient avec énormément de nouvelles législations et des choses quand même qui allaient très loin, des exigences très lointaines. Et puis tout ce qui était PME. Pour les PME, on a essayé de fournir des outils pratiques, comment commencer, comment se mettre en état de marche, etc. pour démarrer. Et une fois qu'on a démarré, en fait, c'est le plus dur. Et après, en fait, parce que c'est un chemin permanent, en fait. C'est un chemin permanent. Et vraiment, le plus dur, c'est de s'y mettre. Généralement, une PME, c'est vrai qu'on a souvent la tête dans le guidon. Et donc, il faut un petit peu lever la tête. Mais une fois qu'on rentre dans cet exercice, c'est une vraie opportunité. Et si on fait bien le travail, c'est un investissement, c'est un coût. Oui, effectivement, au début, à court terme, mais à long terme, on peut y trouver. Et en fait, est-ce que la question, c'est que ça doit être structurel? Ça veut dire qu'il doit y avoir une personne qui s'en occupe ou que le CEO doit en faire sa priorité? Enfin, c'est ça, j'imagine, la difficulté, surtout dans des plus petites structures. Tout à fait. Il faut de toute façon un lead, parce que sinon, après, ça ne fonctionne pas. Et ça va être
effectivement portée par le CEO. Sinon, il n'y a pas les moyens aussi nécessaires, le temps nécessaire à la personne pour s'en occuper. Donc ça, ce sont vraiment des éléments importants à mettre en place au début. Et c'est vrai que l'ESG, on a énormément travaillé jusqu'à maintenant sur l'environnement, mais aussi le social, tout ce qui est bien-être des employés. Ça, c'est vraiment un élément important sur lequel les entreprises s'engagent de plus en plus, et sur l'aspect gouvernance. Et donc, sur ces aspects-là, on voit qu'il y a encore une marge de progression dans toutes les entreprises. Nabil Jacqui, vous l'avez dit, dans le baromètre que Credendo réalise, on voit que c'est une priorité importante pour les entreprises. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont les principaux leviers de la transition, qu'aujourd'hui, en fait, l'économie est celle qui porte peut-être ce virage important pour l'économie et la société, au sens large? Mais les entreprises sont un moteur de l'économie, sont un moteur du changement. Et dans le cas du changement climatique, ou plutôt de l'adaptation au changement climatique, je crois qu'on est tous à bord du même bateau. Il y a une volonté qui doit venir qui doit être impulsée par le politique. Il y a le citoyen qui est aussi le consommateur qui a sa part du boulot à prendre, et puis il y a les entreprises qui doivent s'adapter. Si elles ne s'adaptent pas, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on sera face à des coûts extrêmement importants. Je pense notamment aux dégâts qui peuvent être causés par le dérèglement climatique et qui impliquent finalement des coûts. On peut penser aux coûts des assurances. Bon, on l'a déjà vu dans la vallée de la Vesdre, par exemple, chez nous, donc ce n'est pas lointain. C'est tout à fait criant. D'autre part, je parlais tantôt d'opportunités, mais ces opportunités, elles sont à mon avis à deux niveaux. Le premier niveau, il y a toute une série de chantiers qu'on devra ouvrir pour se préparer à s'adapter au changement climatique qui sera déjà là. C'est ce que j'appelle les mesures d'atténuation aux effets du changement climatique. C'est par exemple des travaux sur les côtes où on rehausse les digues, c'est par exemple renforcer les infrastructures. À côté de ça, il y a des investissements qui sont importants pour se préparer à atténuer ces changements climatiques. Et là, on est de nouveau... donc il s'agit de limiter les émissions de CO2 qui sont finalement à la base de toute une série de dérèglements sur la faune, sur la flore. On y reviendra peut-être. Et donc ces efforts en termes d'investissement visent à rendre nos bâtiments, par exemple, beaucoup moins énergivores, rendent compte aussi d'une économie qui sera décarbonisée, c'est-à-dire avoir des systèmes de captation, par exemple. C'est aussi, et c'est important, revoir notre chaîne d'approvisionnement énergétique. Et là, c'est peut-être aussi une opportunité au-delà de l'entreprise pour un continent comme l'Europe. L'Europe ne possède pas d'énergie fossile, l'Europe n'a pas d'autonomie énergétique. Et dans ce cadre-là, je pense que le changement passage d'une économie fossile vers une économie clean est une opportunité pour l'Europe de récupérer une partie de son autonomie sur ce plan-là. Vanessa Wiebel, sur ce volet d'opportunités, mais j'allais dire aussi, il y a un aspect contrainte. Alors à la FEB, vous dites aussi parfois attention à la surcharge administrative, attention au manque d'accompagnement justement de cette transition qui pour certaines entreprises coûte cher, ou en tout cas nécessite un cadre réglementaire et énergétique qui soit à la hauteur. C'est quoi ça? Il y a un peu cet effet de balancier entre les deux, une opportunité certainement, mais attention à ce qu'elle soit bien préparée. Effectivement, une opportunité, mais effectivement, il y a des coûts. Mais il y a, par exemple, l'économie circulaire, qui est un bon exemple, où on peut améliorer son économie, faire de l'économie, et tout en ayant un impact inférieur au niveau de l'environnement. Maintenant, effectivement, on parle de simplification administrative. Oui. Il y avait au niveau européen deux grandes directives, une directive sur le reporting non financier et sur la due diligence, où effectivement, l'Europe a décidé de réouvrir les directives afin de les simplifier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était devenu vraiment trop complexe et en fait, Même vos guides ne suffisaient pas. Nos guides ne suffisaient pas et en discutant avec beaucoup d'entreprises, effectivement, c'était plus gérable et on perdait l'objectif principal, qui était du reporting non financier, alors qu'il fallait mieux mettre effectivement les moyens sur atteindre des objectifs plutôt que sur le reporting. Et donc oui, il y a une simplification administrative qui est en cours. Ça se discute ou bien on voit déjà le bout ou... On voit déjà la tendance qui est quand même qui va dans la bonne direction par rapport à ça, oui.
Et justement, Nabil Jelakli, ça veut dire qu'il faut sans doute simplifier, mais garder le fond. Vous l'avez dit, c'est une opportunité, c'est une nécessité par rapport à ce qui arrive. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver aujourd'hui. Mais je rejoins ce que Vanessa a dit. On a eu la première commission van der Leyen était extrêmement ambitieuse, a publié 2 directives, celle sur le reporting financier, celle sur la due diligence, qui finalement a perdu de vue la finalité. La finalité, c'est d'adapter l'économie, c'est d'adapter la société vers vers quoi on va. Et là, on avait toute une série de reporting qui allait très très loin, qui était une tâche administrative importante, en oubliant la finalité qui est préparer la transition. Préparer la transition, y compris des entreprises. Et donc, il y a tout un débat qui a eu lieu avec la 2e commission van der Leyen. Il y a l'initiative Stop the Clock, où on s'est dit maintenant, on va réfléchir comment diminuer de 25% les charges administratives, notamment aux entreprises. Il y a eu un débat au mois de novembre avec un vote au Parlement européen, où finalement, je ne vais pas faire de politique, mais un des résultats clairs, c'est qu'on va relever le seuil du reporting. Pour autant, il s'agit bien, comme on l'a dit, de reporting. La finalité de s'adapter ne doit pas être remise en cause. Simplement, la modalité d'y arriver, on doit être plus centré et focalisé sur l'objectif à atteindre et le moyen d'y arriver, plutôt que sur la manière de faire du reporting. C'était extrêmement pointilleux. Mon entreprise, on s'est attelé à cet exercice, et je dois dire qu'il y a des choses où on se demandait vraiment la finalité de ça, à côté d'éléments importants, tel qu'un plan de transition de l'entreprise. Et donc là, je crois qu'on peut être content qu'il y ait un certain allègement, mais la finalité demeure. Moins de bureaucratie, plus de compétitivité, c'est un peu ça, Vanessa Bickel? Oui, c'est un petit peu l'objectif, c'est de mettre tout le monde en route vers les objectifs au niveau environnement, qui, eux, n'ont pas changé. Donc ici, on a simplifié des directives sur le reporting, la façon dont on va communiquer vers le grand public et vers les parties prenantes, mais en aucun cas, on a encore bougé les objectifs environnementaux, entre autres l'objectif... Et c'est tenable dans un monde où, par exemple, les États-Unis se sont retirés des accords de Paris, il y a d'autres pays qui ne sont peut-être pas aussi vertueux que nous. Effectivement, mais je pense qu'il faut regarder aussi nos opportunités à nous. Oui. Et effectivement, on est en Europe. Garder le cap quelque part. Nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas d'énergie fossile, etc. Et donc c'est pour notre propre futur, notre compétitivité qu'il est important d'investir dans justement l'atténuation, etc. et dans l'économie circulaire pour en faire un levier effectivement d'opportunité pour nos entreprises. Ça, c'est vraiment important. Justement, sur cet aspect-là, Nabil Jelakli, on est dans un monde où tout le monde n'est pas aussi regardant par rapport à ces dimensions-là. On l'a bien compris, vous vous dites on doit garder le cap. Cet objectif est fondamental pour les entreprises, l'économie et pour nous tous. Mais est-ce que c'est tenable Il y a un changement majeur. Donc on a fêté les 10 ans de l'accord de Paris en 2015. Il y a un changement majeur qui est survenu au début de cette année-ci, c'est l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. Qui s'est tout de suite retiré, oui. Qui s'est retiré de l'accord de Paris. Et donc on a du côté des États-Unis un climato-scepticisme avoué. Et d'un autre côté, vous avez une autre puissance extrêmement importante, la Chine, qui, elle, a une attitude très volontariste. Agressive, on pourrait même dire. Fait une sortie, oui, mais ils sont un peu dans les mêmes conditions que l'Europe, c'est-à-dire ils n'ont pas d'énergie fossile autre que le charbon. Or, le charbon, tout le monde est d'accord, on doit en sortir. Et donc la Chine a revendiqué une sortie, une société neutre carbone. Nous, en Europe, c'est 2050, eux ont parlé de 2060, mais les Chinois y mettent les moyens, notamment sur le plan du photovoltaïque. Et donc, l'Europe est à la croisée des chemins. Des voitures électriques sur lesquelles on se fait manger aussi, oui, potentiellement. Oui, l'Europe est à la croisée des chemins. Nous, on est au milieu, avec une propension à vouloir être quelque part un bon élève sur le plan de l'adaptation au climat, et on doit le saluer, et c'est extrêmement important. Mais, comme Vanessa le dit, on doit le faire dans une perspective où la compétitivité des entreprises ne doit pas être oubliée. Vous pouvez avoir la meilleure société possible, si en fin de compte vous ne produisez rien, vous ne comptez pas. Et donc c'est important que l'Europe maintienne le cap,
mais en ne perdant pas de vue la compétitivité. Oui, parce que, le rapport Draghi ne dit pas autre chose. En fait. Oui, clairement, Vanessa Nabil Jacqui pointe bien l'aspect lié au photovoltaïque, aux voitures électriques, à la concurrence de la Chine. On sait que par ailleurs l'industrie est en grande souffrance, et la FEB le dit régulièrement, parce que confronté à ces enjeux-là, est-ce qu'il est encore possible de garder ce cap sans faire trop de dégâts ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut réindustrialiser, mais de manière intelligente. Il va falloir effectivement investir. Et on a parlé là tantôt du fameux triangle consommateur, pouvoir public et entreprise. Ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, les entreprises, on va pouvoir leur demander d'investir, mais il faut un cadre juridique clair pour pouvoir savoir exactement où on va. Il va falloir aussi avoir des investissements publics et donc une stratégie en matière d'énergie, etc., que nous déplorons ne pas encore avoir au niveau belge, etc. Et donc ça, c'est vraiment Il y a eu important. des changements, mais on ne va pas assez vite dans la direction vers laquelle on doit aller. Ouais. Exactement. Mais c'est une opportunité pour nous, parce qu'en fait, après, s'il n'y a plus d'industrie, ça veut dire qu'on va acheter tous nos produits à l'extérieur de l'Europe, mais on va continuer à consommer. Donc autant consommer, effectivement, ce qui est produit en Europe. J'ai interrogé récemment Sébastien Dessaugne, qui est le CEO de Carmeuse, qui disait le risque, c'est qu'on se retrouve dans un désert. Le risque est là quand même, non ? Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à investir là-dessus. L'ESG est important, mais il ne faut pas être aveugle par rapport, effectivement, aux autres enjeux aujourd'hui qui sont géopolitiques, économiques, industrialisation, etc. Donc, oui, ça reste un élément important. Donc, il faut en tenir compte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle énormément compétitivité, etc., puisqu'on a des problèmes par rapport aux autres pays et aux autres continents. Je crois que ce que les entreprises ont besoin, c'est d'un cap, que ce cap ne soit pas modifié en fonction des résultats des élections, donc d'une part. D'autre part, des investissements publics, avec aussi une constance qui va dans la ligne claire. Je disais récemment, où j'ai eu des discussions avec l'une ou l'autre entreprise d'une certaine taille, il y a des entreprises qui sont extrêmement énergivores, qui disent « l'adaptation coûte relativement cher ». Si je paye mes taxes carbone, ça me revient moins cher. Ouais. Donc il y a une cohérence. Et là, c'est clairement du côté de décision politique qu'on doit intervenir pour garder l'industrialisation. Est-ce qu'on gardera l'ensemble de la chaîne, l'ensemble des industries ? Ça, c'est une autre question. Mais les entreprises ont clairement besoin d'un cap et que ce cap ne change pas. Et précisément, Nabil Jacqui, est-ce que ce cap, il n'est pas en train de changer ? Vous dites qu'on ne doit pas changer à chaque élection. Par exemple, on sait qu'au Parlement européen, par exemple, au niveau européen, il y a quand même des tentations de plus en plus grandes de faire machine arrière sur certains aspects. Est-ce que ça, vous le percevez ? Ça vous inquiète ? Vous dites, attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, c'est ça votre message ? Deux choses à cet égard, Olivier. La première, électoralement, il est clair que les questions du climat, les questions ESG, pour le moment, ne sont pas celles qui font gagner les élections. Ce fameux dilemme entre la fin du mois ou la fin du monde pense clairement vers les préoccupations de la fin du mois. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je reviens à mon baromètre à l'exportation. J'ai repris deux chiffres. Un autre chiffre, et donc, à nouveau, c'est sur 4 ou 5 années, plus de 84% des entreprises disent qu'elles doivent incorporer le risque climatique dans leur stratégie. Risque climatique dans sa stratégie. Donc, sa stratégie de l'entreprise doit prendre ça en compte. Et la deuxième chose que je veux relever, c'est que plus de 70% disent que il peut y avoir un risque sur le business, sur mon entreprise, si je ne prends pas en compte cette dimension-là. Donc, c'est pratiquement existentiel. Le problème, évidemment, c'est qu'on est sur du long terme. L'objectif Paris 2050, c'est sur du long terme. Or, la mobilisation se prépare maintenant et les actions doivent se préparer maintenant pour rencontrer ces objectifs de 2050. Et justement, l'existentiel, il est un peu à tous les étages pour le moment. On a parlé de compétitivité, on peut parler d'un contexte géopolitique qui est quand même plutôt inquiétant. Ouais. On peut parler un peu lié à ça, des guerres douanières qui ont été lancées avec des à-coups, etc. Ouais. Vous, au niveau des entreprises, est-ce qu'à un moment, vous dites il faut qu'on
qu'on choisisse parmi ces priorités-là, ou en tout cas qu'on trouve de nouveaux équilibres. C'est ça, je pense qu'il faut trouver des nouveaux équilibres. On ne peut pas être naïf non plus. Enfin, je veux dire, quand on prend les objectifs de CO2 au niveau mondial, l'Europe est responsable de 6% des émissions de CO2 au niveau mondial. Donc, on peut être pas le plus catholique oui, c'est ça, que le c'est pape. pas... À un moment, il faut peut-être rectifier par rapport à ce qui se passe dans le monde, tout en maintenant l'objectif en disant que c'est ça qu'on veut faire. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu d'autres priorités actuellement, puisqu'on ne pourra pas... Enfin, si c'est atteindre les objectifs de Paris parce qu'en fait, on n'a plus d'industrie en Europe, on n'aura en fait rien gagné, on aura tout perdu, puisqu'en fait, il y a les mêmes émissions, mais qui sont ailleurs, quelque part dans le monde. Donc, autant les garder en Europe et autant garder la façon dont on va produire avec effectivement des normes environnementales, sociales, de gouvernance qu'on sait contrôler. Donc, je pense que ça, c'est un élément... Parce que Nabil Djidjakli, vous assurez les risques, hein, pour le dire de façon un peu caricaturale. Aujourd'hui, ces risques, ils sont multiformes. Vous l'avez dit, le risque climatique, il est intégré par les entreprises. Elles se disent, pour nous, c'est existentiel. Mais il y en a d'autres. On en parle dans le cadre des débats et des autres débats de cet atlas des risques, et notamment le risque géopolitique et géoéconomique. La défense, qui était un grand tabou jusqu'ici, qui revient très fortement à l'avant-scène. Comment on jauge cette évolution-là ? Donc, il est clair qu'on a des risques géopolitiques extrêmement importants. Il est clair aussi que la défense était un sujet tabou, pour ne pas dire quelque chose dont on ne voulait pas entendre parler, en tout cas en Europe, jusqu'il y a 2 ou 3 ans. C'est fini, ça, au contraire. Maintenant, on a basculé, ouais. On change vraiment de paradigme. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un des éléments. De quoi s'agit-il ? Parce que je ne suis pas un militariste à tout craint. De quoi s'agit-il ? L'Europe a d'excellentes valeurs, de très belles valeurs, des valeurs de démocratie, des valeurs d'un État-providence, peut-être un peu trop parfois, de progrès social. Nous sommes également extrêmement attentifs à l'éducation accessible pour tout le monde, à la santé accessible pour tout le monde. Et quelque part, sur ce plan-là, on reste quand même... À l'avenir de la planète aussi. Et le changement climatique et l'avenir de la planète. Maintenant, si vous avez toutes ces belles valeurs et que vous ne pouvez pas les défendre, vous ne comptez pas. Je crois que ce qu'on voit actuellement dans les négociations autour de l'Ukraine, où les États-Unis ne tiennent pas compte de l'Europe, en est un exemple flagrant, tout comme les prises de position européennes par rapport au conflit à Gaza, où on n'est pas autour de la table. Donc, des valeurs fortes doivent être soutenues par une défense, qu'on le veuille ou non. Et donc, pour le moment, nous avons pendant des années sous-traité la défense à l'OTAN, et dans l'OTAN avec un de nos partenaires principaux, les États-Unis, et cet équilibre est remis en cause. Mais on peut le voir aussi comme une opportunité, parce que la défense c'est un ensemble, c'est un écosystème, comme on dit aujourd'hui, qui se base sur des investissements publics, qui crée de la recherche et du développement, qui crée de l'industrie. Et donc, vous êtes dans... Et cette recherche et de développement n'est pas uniquement pour le militaire, mais peut aller percoler dans d'autres secteurs. Donc, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être non plus aveugle et faire n'importe quoi en vendant ces armes à travers le monde, notamment dans des États qui en feront un mauvais usage. Mais on doit, quelque part, récupérer notre autonomie. On parlait tout tantôt de l'autonomie sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan de pouvoir assumer notre défense par nous-mêmes. Et là, c'est un travail important. Parce que Vanessa Bibel, la poule aux œufs d'or, elle est là aujourd'hui pour les entreprises, quelque part. Quand je parle avec des entreprises, souvent, ils disent avant, les banques n'investissaient pas, attention, la défense tabou. Aujourd'hui, tant au niveau public que même au niveau des banques, où on a desserré un peu cette réalité-là, c'est là que se trouve l'argent, non ? Oui, mais à nouveau, il ne faut pas être naïf. Quand on voit les déclarations de certains grands présidents et quand on entend l'armée, il y a quand même un wake-up call. Donc on ne peut pas rester comme ça, bras croisés, en disant que ça passera au-dessus de nous. Quand le général de l'armée belge nous dit, vous savez, nous sommes déjà en guerre, nous sommes déjà dans une guerre hybride, il y a quand même une sorte de wake-up call à faire. Néanmoins, effectivement, quand on regarde les objectifs de développement durable, il y en a 17. Et en fait, le 17e, c'est Peace, Justice. Et effectivement, c'est la base en fait d'une construction d'une société durable. Donc sans ça, sans assurer la paix,
évidemment, tout le reste qu'on va pouvoir construire, l'histoire ESG au-dessus ne pourra pas tenir debout puisqu'il n'y a pas la base. Oui, il faut voir toujours cette vision globale, en fait, Exactement. où tous ces objectifs sont Tout à fait. parallèles et construisent une cohérence ensemble, en fait. Exactement. Donc c'est important, je pense, d'investir aujourd'hui dans la défense. Malheureusement, on doit dire ça en 2025. Mais voilà, on va saisir effectivement les opportunités. Et puis, comme on a dit, il y a de l'innovation. Et donc, il y a ce qu'on appelle le dual use, je vais y arriver, où on va pouvoir effectivement aussi avoir un effet bénéfique sur le privé. Hein. Le GPS a été inventé par l'armée, etc. Et maintenant, on utilise tous au quotidien. Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc, on essaiera d'en faire une opportunité. Et c'était un programme européen au départ, l'invention du GPS. Tout comme le premier Minitel français était européen et c'est devenu Internet par la suite. Donc quelque part, on doit reprendre cette place d'innovation. Il faut trouver un lien entre l'avenir de la planète qui est en jeu, ne pas le perdre de vue et se dire, profitons quand même des opportunités qui sont là, si je vous entends bien tous les deux. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous invite tous à d'abord retrouver l'Atlas des risques, qui est ce supplément de Trends Tendance réalisé en partenariat avec Credendo, qui est dans toutes les librairies encore à l'heure où l'on parle. Ce débat était le 4e de nos hôtes extra consacrés à cet Atlas des risques. Vous pouvez retrouver les autres aussi sur notre site internet. Merci à tous. Que votre année soit la plus sereine possible. À bientôt.